Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Génération Scanner. Si vous souhaitez connaître la vie des jeunes sur divers sujets de société, vous êtes au bon endroit. Alors installez-vous confortablement pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons parler réseaux sociaux, mais pas comme vous le connaissez. Nous allons en parler en tant que source d'information. Les jeunes les utilisent pour se divertir, mais aussi pour s'informer. C'est ce dont on va parler avec notre équipe de choc. Comment vous allez les filles ? Oh, moi ça va super, et toi, comment tu vas ? Ça va, super, il va faire beau, là il fait pas encore trop chaud, c'est parfait. Et toi ? Moi je suis au top de ma forme et surtout très contente d'être de nouveau sur ce plateau pour débattre d'un chouette sujet, donc j'ai hâte. Génial, il ne reste plus qu'Alexandra. Moi j'ai déjà très chaud, donc je pense que demain je vais mourir, mais sinon ça va. Je comprends bien. Comme vous le savez, si vous êtes des habitués de l'émission, on a tendance à poser une petite question qui n'a rien à voir avec le thème du jour. Donc Emma, tu es la première de cette chaîne. Ouh là là. Que dirais-tu à la toi d'il y a 10 ans ? Waouh. Ah oui, c'est une très philosophique. C'est une sacrée question. Oui. Moi, je pense que je dirais à la petite Emma que les choses s'arrangent et les choses vont en s'arrangeant parce que j'étais une personne très très timide, qui avait peur de parler en public, qui avait peur de parler même au téléphone avec des gens, de commander des trucs. Et ici maintenant, je fais de la télé, je fais de la radio, je fais plein de choses avec Scanner. Donc je lui dirais, regarde, tu sais quand même faire plein de choses, quoi. Quelle belle évolution, c'est beau à voir quand même. Maintenant, Doris. Moi je dirais à la moi d'il y a 10 ans de continuer à s'accrocher, continuer à travailler, et puis je pense que les efforts finissent toujours par payer. Preuve en est, on fait de la télévision tous les deux et tout, donc génial. Donc voilà. Alexandra, petite question différente, qu'est-ce que tu dirais à la toi dans 10 ans ? Ouh là là, moi dans 10 ans. Très bonne question, je ne sais pas trop là, vraiment tu me prends au dépourvu. À la moi dans 10 ans, c'est ça ? Oui, c'est ça. Je lui dirais... Enfin, je lui poserais pas de questions en fait. Je lui dirais est-ce que ça va ? Est-ce qu'on a réussi ? Est-ce qu'on a un travail stable ? Est-ce qu'on est toujours avec mon cher Nico, avec qui je suis dans la vie de tous les jours ? Est-ce qu'on a construit une famille ? Est-ce qu'on est heureux ? C'est plus des questions. Oui, voilà, c'est plus des questions que je lui poserais du coup pour savoir... Et tu y répondras dans 10 ans. J'espère, voilà. j'espère. Je reposerai la même question. Voilà, exactement, c'est parfait. Mais cette émission, elle va commencer par une séquence qu'on connaît tous bien, celle du chiffre qui sera animée par Emma. Le concept du chiffre, il est vraiment très simple. En gros, je vais vous donner un chiffre et vous allez devoir deviner ce que ça peut être, qu'est-ce que ça peut représenter. Moi, le chiffre d'aujourd'hui, c'est 1 500 000. Pour vous, qu'est-ce que ça peut être, 1 500 000 ? Déjà, c'est énorme. Moi, je dirais, vu qu'on est en télé, le nombre de spectateurs qui regardent peut-être la télévision, mais le soir, pour le JT, pour le JT, je me dis que c'est peut-être possible. Ok, ouais. Donc toi, les téléspectateurs. Ouais. Vous deux. Moi, je dirais que ça, c'est aussi un nombre peut-être qui représente des personnes, mais après, dans quoi exactement ? Ok. J'avoue, j'ai pas vraiment d'idée. Pas vraiment d'idée plus précise. Et Clara, toi, t'aurais une idée un peu plus précise ? Pas vraiment plus précise, mais bon, si on se fixe au thème, oui, Doris, je pense qu'elle a raison, c'est un nombre de personnes qui regardent. Est-ce que c'est la télé ou non, ça je ne sais pas, mais peut-être les journaux, qui sait, peut-être le nombre de personnes qui lisent encore des journaux. Clara, tu te rapproches vraiment de la bonne réponse parce que 1 500 000, c'est le nombre de lecteurs qui consomment chaque jour, en moyenne, le quotidien Het Nieuwsblad. Donc ce quotidien, c'est le quotidien qui est le plus lu en Flandre et qui est le plus également en Belgique. Après ce quotidien, en termes de téléspectateurs, on a un autre quotidien flamand qui arrive, c'est Het Laatste Nieuws. Et puis on a le groupe Sudinfo qui, lui, a 945 910 lecteurs quotidiens. Donc ça fait quand même déjà pas mal. Alors ces données, elles sont issues du 100
Centre d'information sur les médias, le CIM, et également de l'agence 95. Et quand on additionne tous les chiffres de tous les journaux qu'on peut trouver, on arrive à près de 9 millions. Et donc on voit que près de 9 millions, c'est quand même pas mal du tout, étant donné qu'en Belgique, on est près de 12 millions. Donc on voit qu'il y a quand même encore beaucoup de personnes qui consomment quotidiennement des journaux, que ce soit en ligne ou papier en tant que tel. Donc on voit qu'on s'informe encore pas mal par ça. Mais quand on se base aussi sur un autre rapport, qui est le Digital Consumer Trends de Deloitte, qui est sorti en mars 2026, on voit qu'il n'y a pas que les journaux qui servent pour s'informer. Il cite également la télévision, la radio, les sites web d'actualité et les applications, les médias sociaux, les journaux imprimés donc et les magazines, les influenceurs et célébrités, également l'IA générative. Et on va voir aussi que tout le monde, toutes les générations n'utilisent pas ces outils de la même façon. On voit que les personnes un peu plus âgées, qui ont plus de 60 ans ou entre 46 et 59 ans, eux, ils vont plutôt s'informer via la télévision, tandis que la génération juste en dessous, donc les 30-45 ans, eux, ils vont se diviser un petit peu entre télévision et également sites d'actualité ou également applications liées à l'actualité. Et on voit que la Gen Z, elle va plutôt aller vers les réseaux sociaux, comme on le disait au début, pour s'informer. Et le dernier point, c'est qu'on va voir qu'on ne s'informe pas non plus tous à la même fréquence. On va voir que, par exemple, il y a moins d'un jeune sur 5 qui va s'informer, de la Gen Z qui va s'informer quotidiennement, tandis que les plus de 60 ans, ils vont être 85% à s'informer tous les jours. Et donc, on voit avec le graphique que vous pouvez voir à l'écran, on voit avec ce petit graphique qu'en fait, plus on avance dans l'âge, plus on a tendance à s'informer quotidiennement. Et donc, on voit que la question maintenant, c'est plus trop de savoir si on s'informe, mais comment on s'informe. Eh bien, merci Emma pour cette petite contextualisation sur comment est-ce qu'on s'informe en Belgique. Mais autour de ce plateau, est-ce que vous avez justement un avis par rapport à ce chiffre qui est énorme, mais pas si énorme que si on compare à des époques précédentes, par exemple ? C'est cool de se dire qu'il y a toujours des gens qui lisent la presse quotidienne, que ce soit en web ou même en format papier, parce que c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, la presse a peut-être encore un peu du mal. Et donc, non, c'est cool. Moi aussi, à mon avis, je dois être dans les pourcents, vu que je lis un peu Sud Info et d'autres. Bon, peut-être pas Newsblad et l'autre, parce que le néerlandais, voilà, mais non, c'est chouette. Un peu compliqué le néerlandais. Je comprends. Est-ce que ça t'interpelle, par exemple Moi, ça m'étonne pas tant que ça, le chiffre. Enfin, je pense que n'importe qui, que ce soit la nouvelle génération, enfin notre génération ou les plus âgés, je pense qu'on se... c'est un peu la base, en fait, de suivre l'actualité, quand même, je trouve, non ? Oui, c'est vrai. C'est important. Vous pensez que c'est important, justement, de s'informer comme ça ? Oui, je pense pas qu'on peut faire un déni sur tout ce qui se passe dans le monde et que c'est intéressant pour savoir simplement vivre dans notre société, de savoir ce qui se passe autour de nous, que ce soit en Belgique ou même à l'étranger. Je trouve que c'est important d'être au courant pour pouvoir éventuellement agir à notre niveau sur certaines choses, quoi. Et puis certes, tout le monde ne lit plus les journaux papier, je vais dire, mais je pense qu'on reste quand même tous un peu connectés aux actualités, quoi. C'est ça. Et bien après ce petit moment de réflexion et de chiffres, justement, nous allons voir directement comment les jeunes s'informent dans la rue. C'est tout de suite. Salut la team! Comment les jeunes s'informent au quotidien? Et quelles infos recherchent-ils? Allons leur demander. C'est parti! Comment t'informes-tu? Généralement sur les réseaux ou ChatGPT. Ouais, moi, un peu pareil avec Google. Essentiellement avec les réseaux sociaux, notamment YouTube, plusieurs chaînes, Hugo Décrypte ou ce qui concerne plus le passé, je dirais la folle histoire, des youtubeurs qui font des interviews et qui expliquent l'actualité. Je regarde sur les réseaux sociaux avec Hugo Décrypte ou alors dans le journal en ligne. Même chose, surtout sur les réseaux sociaux, genre Brut, ils mettent des vidéos et tout, donc voilà. Je m'informe surtout avec Google et TikTok. Quand je vois des informations, après je regarde sur Google si elles sont vraies. Et que recherches-tu comme info? Au niveau de l'actualité, je dirais plus les conflits géopolitiques. Je pense que c'est tout, le reste ne m'intéresse pas tant que ça au final. Il y a des cadres différents. Par exemple, si c'est dans le cadre de l'école, ce sera plus des infos logiques ou sur des cours. Tandis qu'en dehors, ça peut être des localisations et tout ça, quoi. Ça peut juste être se renseigner sur des choses, je sais pas, sur la littérature, sur n'importe quoi, la culture. Là, j'ai beaucoup regardé pour les grèves, sinon ça dépend ce qui se passe dans le monde. Ouais, moi je me suis surtout renseignée sur les guerres, les grèves et en fonction de l'actualité. Pour le moment, surtout avec la grève des profs, savoir ce qui se passe, si on va passer nos examens. Et voilà, c'est la fin de ce micro-trottoir. Et vous, qu'en pensez-vous la team? À la prochaine!
Eh bien voilà, des avis bien variés de cette jeunesse de Liège. Alors moi j'ai des petites questions pour vous, c'était pas seulement pour les jeunes. On a déjà parlé avant de comment est-ce que vous vous informiez, mais moi j'aimerais bien savoir plus en détail. Je sais pas si tu as un avis ou une réponse. Oui. Alors déjà personnellement, je suis vraiment la personne qui regarde pas la télé. Ok. Déjà, je sais que c'est peut-être pas très bien, mais je suis pas très télé. Mais par contre, tous les jours, quand je conduis le matin pour aller au travail, j'écoute la radio. Donc j'écoute l'actualité beaucoup avec la radio. Sinon, un peu comme les jeunes, ils ont cité dans le micro-trottoir, ils ont mentionné Hugo Décrypte. Forcément, je le suis. Je pense que vous aussi peut-être. Oui. C'est un peu à la base quand même pour les jeunes, j'ai l'impression, Hugo Décrypte. Mais c'est un sacré phénomène. Ouais, c'est ça. Et puis sinon, Brut aussi, qui a été mentionné aussi, je suis. Il y a aussi Quotidien. Je sais pas si vous voyez. Oui, c'est vrai, c'est français ça. Oui, c'est ça, c'est français, ça, par contre, ouais. Mais tu dis justement que tu regardes pas la télé, tu trouves ça anxiogène ou juste tu regardes pas, t'y penses pas En fait, je dirais anxiogène. Et en même temps, j'ai envie de dire, les médias sur les réseaux, c'est un peu pareil en même temps. Donc. Mais je pense juste que c'est un format qui est pas forcément adapté à moi. Et j'ai envie de dire, peut-être aux jeunes, du coup, actuellement, enfin... Les réseaux ont l'air, je sais pas, plus adaptés à nous, est-ce que je peux dire ça on peut clairement le dire parce qu'on a grandi avec ces fameux réseaux sociaux, donc c'est normal, on va dire ça comme ça, de les utiliser parce que ça nous a suivis un petit peu partout. Et vous les filles, est-ce que vous avez une réponse? Déjà, je pense qu'avec Doris, on a peut-être une réponse qui peut être un peu biaisée par rapport à d'autres jeunes parce qu'on a fait des études de journalisme. Donc, d'office, moi, c'est vrai que je suis pas mal l'actualité sur les applis que je peux avoir sur mon tel. C'est vrai que parfois, je regarde les JT. Bon, assez rarement, je regarde Quotidien quand même, c'est vrai aussi quand ça passe. Et c'est vrai qu'en soi, moi, je suis assez peu sur les réseaux sociaux ou alors c'est genre les réseaux sociaux des différents médias en fait en tant que tels. Mais c'est vrai que j'ai du mal à m'informer en voyant juste une info qui tombe plic-plouc de je sais pas trop où. Donc moi, c'est vrai que j'ai quand même besoin de savoir que la source, ce soit un média reconnu, je crois. Mais justement, Google, par exemple, il nous envoie souvent des notifications avec des infos. Et donc, par exemple, là, en ce moment, c'est la Coupe du Monde, par exemple, et on reçoit les scores de match. C'est vrai, ça. Voilà. Mais des fois, c'est des informations du quotidien. Là, c'est la Coupe du Monde, parce que c'est un petit peu plus fun. Mais voilà. Donc, justement, en parlant de Google, quand on fait une recherche sur Internet, maintenant, l'IA générative de Google, donc Gemini, nous fait une réponse première, avant d'avoir des articles, etc. Est-ce que vous pensez que cette fameuse réponse assez résumée est fiable ou il faudrait pousser plus loin ? Pour moi, elle n'est pas encore assez fiable, il faut pousser plus loin. Parce que même si, par exemple, tu vas utiliser autre que Gemini, mais ChatGPT, et aller dans l'application ChatGPT, lui demander vraiment quelque chose de précis, on remarque quand même que c'est toujours pas assez précis. Alors, avoir quelque chose de Gemini sans qu'on l'ait demandé, j'ai un peu quelques doutes. Et oui, comme toi, moi, il me faut au moins 2-3 articles différents de médias reconnus pour être sûr que la formation soit vraie et pas que ce soit de l'à peu près, tu vois. Et ça, tu penses que c'est tes études qui t'a un peu formé à justement multiplier les sources pour être sûr de ton information? Parce que moi, je sais que je fais un peu l'erreur parfois de prendre le premier site et regarder, puis me dire que c'est ça, quoi. Je pense que c'est les études. Oui, forcément que c'est les études, puisque c'est un peu le futur métier qu'on veut faire. Mais c'est vrai que, de mon point de vue, je trouve qu'on devrait avoir tous ce réflexe de vérifier pour éviter de tomber dans le panneau. Et ça, c'est peut-être plus notre genre d'études qui va nous permettre de faire attention, quoi. C'est ça. Surtout que ce que je trouve qu'il faut dire aussi, c'est que déjà, voir la réponse IA qui s'affiche, c'est super facile d'aller la regarder. Je veux dire, on est tellement dans une société où on a l'impression qu'il faut que tout aille vite, que aller voir une réponse toute faite qui s'affiche, c'est facile. Mais c'est vrai qu'à nouveau, on n'est pas sûr des sources. Et c'est vrai qu'il faut se dire aussi que maintenant, tout le monde peut publier sur Internet plein de choses. Donc en fait, je veux dire, il suffit que quelqu'un que plusieurs personnes balancent des infos complètement fausses. Si l'IA, elle va juste rechercher ces éléments-là parce que pour des questions d'algorithme ou quoi, on est vite face à une réponse qui est complètement fausse. Et donc, il faut faire attention et se dire que parfois, il vaut mieux si... je veux dire, si quand c'est par exemple le résultat du match de foot, la marge d'erreur est peut-être un peu plus... mais que quand c'est des sujets un peu plus poussés, peut-être un peu plus compliqués, même si ça nous prend un peu de temps, je pense que c'est quand même chouette qu'on aille toujours revérifier un petit peu...
là où on va trouver l'information. Ne serait-ce même que de copier-coller certains éléments de l'IA et mettre par exemple article RTL ou article RTBF ou article Védia, puisque c'est des médias reconnus, peut peut-être nous mettre sur la piste. S'ils en parlent déjà, c'est peut-être qu'il y a un fondement de vérité, tu vois. C'est ça, exactement. Et justement, on parlait d'articles. Vous pensez que les journaux en ligne et papier, parce que ça existe toujours, c'est assez pour faire des recherches, ou alors maintenant qu'on a Internet avec des millions d'informations possibles, il faudrait quand même pousser plus loin que ces fameux articles? Le mieux, je pense que c'est toujours de recouper et d'avoir, une partie Internet, une partie article en ligne, vraiment type média, mais plus on recoupe l'information et plus on a de chance que ce soit plus précis, quoi. Et toi, Alex, tu penses comment, toi? Par rapport au journal en ligne et physique, alors? Oui, c'est ça. Donc, est-ce que tu penses que c'est une information suffisante ou il faut pousser plus loin? Je pense que oui, donc je rejoins vos avis là-dessus. Je pense qu'en fait, on ne doit pas forcément faire confiance à tout. Enfin, même si c'est un journal reconnu et que normalement les journalistes sont censés être neutres. Enfin voilà, on va peut-être en discuter plus tard dans l'émission, mais je pense que c'est important de pousser plus loin nos recherches et de voir si ces informations sont vraiment véridiques, quoi. Bien, comme tu le dis, on en parlera sûrement pendant des heures. C'est un sujet tellement vaste, Internet, que il y a 1001 informations. L'émission avance et il faut passer à la séquence suivante. Séquence bien connue aussi de notre émission, le QCM. Donc un peu de théorie mélangée au jeu. Il sera animé par Doris. Justement, qui peut réellement informer? Est-ce qu'un influenceur, il peut être considéré comme un journaliste ou non? Et comme tu l'as dit, est-ce qu'une information est réellement totalement neutre? Pour en discuter, comme tu l'as dit, je vous propose un QCM. Je vais vous poser 3 questions et vous aurez 3 choix de réponse. Et après, vous me direz laquelle, selon vous, est la juste. Donc, première question, lequel de ces éléments est indispensable pour être considéré comme journaliste? Réponse A, avoir beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux. Réponse B, donner régulièrement son avis sur l'actualité. Ou réponse C, vérifier et recouper les informations avant publication. Je commence par toi. J'ose espérer que ce n'est pas le nombre d'abonnés qui influence cela. Et en tant que journaliste, donner son avis, c'est pas... ça dépend du genre d'article et de ça qu'on veut faire, mais c'est pas toujours l'idéal, si c'est en tout cas pour relater des faits. Donc moi, je dirais que c'est... je relis, vérifier et recouper les informations avant publication, moi je dirais. Ok, et vous? Est-ce que vous allez suivre son avis ou est-ce que vous pensez que ces deux autres, elles se trompent peut-être? Oui, peut-être complètement. Moi, je pense que je vais rejoindre Emma parce que, pour moi, ça me paraît être la réponse la plus logique par rapport aux autres propositions. Oui, je pense que je vais quand même me rejoindre, même si ça donne un peu plus de suspense quand on donne des réponses différentes, mais je suis les filles. Tu as bien fait parce que c'est bien la réponse C. Donc, petite explication. En fait, ce qui distingue avant tout un journaliste, comme vous l'avez deviné, c'est pas forcément sa notoriété ou sa présence sur les réseaux sociaux, mais sa méthode de travail. Parce qu'en fait, le journalisme, il repose sur plusieurs choses, notamment la vérification des faits, le recoupement des sources et surtout le respect des règles déontologiques. Un influenceur, il peut produire du contenu pertinent ou exact ou même informatif, mais il n'est pas automatiquement journaliste pour autant. Pour cela, d'abord, pour être un bon journaliste, il faut d'abord respecter un petit code, c'est le code de déontologie journalistique. Il est disponible sur le site du Conseil de déontologie journalistique et en fait, là, par exemple, on t'a dit que certains conseils ou certaines marches à suivre pour éviter de taper un procès, ce qui est toujours super fun, quoi. Et donc, par exemple, il faut entre autres informer dans le respect de la vérité, mais aussi de manière indépendante et surtout protéger ses sources, mais il y a plein d'autres petits tips, il y en a beaucoup. Et donc ça, vous pouvez le retrouver sur le site web. Il y a d'autres codes de déontologie, mais celui-là, c'est le code de base.
Je vais poursuivre par quand même vous poser une autre petite question. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, vous faites quand même davantage confiance à quelqu'un parce qu'il est populaire ou parce qu'il explique certains faits d'actualité ou parce qu'il explique quand même comment il a obtenu ces informations? Moi, je pense que je fais quand même plus confiance à quelqu'un qui explique où il a obtenu ses informations. Enfin, c'est quand même déjà plus rassurant dans ce qu'il va raconter. Après aussi, par exemple sur les réseaux sociaux, souvent on voit des comptes certifiés. Vous voyez le petit V comme ça qui dit, entre guillemets, on peut se dire que c'est déjà un peu plus rassurant de voir que le compte est certifié si c'est un média ou quoi. Mais après, ça fait pas tout non plus. Ça va pas forcément dire que... Et est-ce que ça vous rassure quand même que ce soit certifié, sachant que certaines personnes peuvent payer pour être certifiées, notamment si on prend X Exactement, on peut pas toujours se fier à cette fameuse certification. Mais Doris, je pense que tu avais d'autres questions à nous proposer. Oui, la deuxième, parmi ces affirmations, laquelle est la plus juste? A, les journalistes sont totalement neutres. B, aucun être humain n'est totalement neutre, mais les journalistes doivent appliquer une méthode visant la partialité. Ou C, les influenceurs sont forcément orientés alors que les journalistes ne le sont jamais. Moi, de premier abord, je vais dire la B. Ok. Parce que oui, les journalistes sont totalement neutres. Ils doivent l'être normalement, mais je pense pas que ce soit vraiment le cas, perso. Et les influenceurs sont forcément orientés alors que les journalistes ne le sont jamais. Je pense pas que... Voilà, je pense que l'un ou l'autre, c'est pareil, quoi. Et toi? Initialement, je voulais quand même répondre la A, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a le code de déontologie, il y a des lois à respecter, etc. Mais c'est vrai que maintenant, certains médias appartiennent à des personnes plus haut placées, et du coup, ça peut jouer sur cette neutralité, donc j'irai vers la B aussi. Et toi? Moi, si je ne m'abuse, on m'a appris qu'on ne pouvait pas dire qu'un journaliste était neutre, on pouvait dire qu'il essayait de tendre vers l'objectivité plutôt. Donc je dirais que la A, c'est faux, parce que je me dis que même dans le choix de ton sujet, tu as toujours comme un parti pris, donc tu n'es pas neutre à 100%. Donc la A, je dirais non. Et la C, donc c'était les influenceurs sont forcément orientés. Non, je dirais que les journalistes aussi, comme je te dis, dans le choix du sujet, simplement, tu peux prendre déjà une orientation. Donc moi, je dirais que c'est la B, comme Alex. Et tu as raison, parce que la neutralité absolue, elle est difficile à atteindre. On parle d'ailleurs d'honnêteté journalistique plutôt que neutralité, parce que c'est pas possible d'être entièrement neutre, puisque comme tu l'as dit, chaque personne possède sa propre expérience, sa sensibilité, etc. Donc, il y a une petite différence, c'est que les journalistes doivent distinguer les faits des opinions et confronter plusieurs points de vue et expliquer aussi son travail, notamment son travail de vérification. D'ailleurs, à ce propos, 40% des jeunes interrogés estiment que les influenceurs devraient davantage vérifier leurs sources avant de partager une information. C'est pour ça que certains jeunes sont encore pour la télévision et regardent encore un peu la télévision. Je pense que vous avez répondu à la question « Peut-on vraiment être totalement objectif ?» C'était ma sous-question. Vous y avez répondu, donc je vous propose de passer directement à la question 3. Et la question 3, c'est « Quel est aujourd'hui le meilleur réflexe lorsqu'une information circule sur les réseaux sociaux ?» Réponse A, la partager rapidement si elle paraît crédible. B, faire confiance parce que la personne possède beaucoup d'abonnés ou a par exemple une certification. Réponse C, vérifier la source originale et surtout comparer avec d'autres sources. Là, elle est simple, je pense que vous l'avez toutes, mais... Moi, je dirais la C. On a compris la leçon et c'est certainement la C. En effet, c'est la C. Je vais quand même faire une petite brève explication. Aujourd'hui, vous le savez, tout le monde peut publier une information et toucher des milliers, voire des millions de personnes via les réseaux sociaux. Donc, le nombre d'abonnés, c'est pas d'une grande fiabilité. Donc, il faut toujours vérifier la source originale, rechercher qui est à l'origine de l'information. Par exemple, voir peut-être la biographie de la personne aussi, ce qui est aussi produit par certains médias, les comparer, ça reste vraiment le meilleur moyen d'éviter de faire de la désinformation sans vraiment le faire exprès. D'ailleurs, à ce propos, 63% des 18-24 ans y déclarent suivre, notamment là dans l'exemple, c'était du contenu politique produit par des influenceurs.
57% affirment que ces contenus influencent leur opinion politique et 55% déclarent qu'ils influencent leur façon de voter. Donc on voit que les influenceurs, ils influencent vraiment notre... je dis beaucoup influence. notre perception, donc c'est toujours bien d'aller comparer à d'autres endroits et pas forcément, du coup, vous l'aurez compris, des influenceurs. Dernière petite question, est-ce que pour vous, les influenceurs, ils informent plus ou ils influencent plus? Informer, ça va dépendre de l'influenceur. Je veux dire, tous les influenceurs n'informent pas. Il y en a qui font juste du divertissement, donc ça dépend un peu de quel influenceur on parle. Mais sinon, influencer, je pense que n'importe quel influenceur, le mot dans influence, je pense que c'est... Même s'il ne contrôle pas forcément, c'est comme ça, quoi. Et est-ce que pour vous, les informations que vous allez peut-être trouver ou alors que vous allez peut-être lire dans des articles ou même la télévision a quand même une certaine forme d'influence sur vous, même si c'est par exemple des journalistes et pas des influenceurs qui vous la donnent? Même inconsciemment, une information ou par exemple un plateau télé où on invite plusieurs politiciens en période de campagne, par exemple. Là, fatalement, c'est un moment de l'année où on est un peu plus concentré sur ce genre de choses parce que les programmes, c'est très long à lire, c'est pas toujours évident, pourtant c'est important de quand même aller jusqu'au bout. Et ceux qui n'ont pas envie d'aller jusqu'au bout, ils vont se fier à ça et oui, ils peuvent se dire « Oh il était super chouette sur ce plateau télé, oh pourquoi pas voter pour lui par exemple ?» Et puis au-delà de... Tu parlais des politiciens, mais... Moi, j'ai envie de poser une question un peu philosophique, mais qu'est-ce qui ne nous influence pas dans la vie? Est-ce qu'on n'est pas, constamment influencé? Je veux dire, quand on voit ce qui se passe de l'autre côté de la planète, quand on voit ce qui se passe chez nous, est-ce que nos comportements ne sont pas de toute manière influencés par ce qu'on voit? Donc je pense que, oui, comme tu dis, que ce soit les influenceurs ou même les JT, les journalistes, tous ceux qui peuvent nous donner de l'information, je pense que dans tous les cas, ça nous influence et ça influence notre manière de penser et peut-être d'agir aussi, quoi. Tu l'as très bien dit parce que dans une des précédentes émissions qu'on avait faites, je pense d'ailleurs que tu étais là sur l'enfance, on avait vu qu'on était influencés des petits avec les jouets roses pour les filles, les jouets bleus pour les garçons. Mais trêve de bavardage, on va un peu conclure cette séquence. Oui, les réseaux sociaux, ils ont profondément transformé notre manière de nous informer, notamment via les médias traditionnels. Les influenceurs, aujourd'hui, ils occupent une place importante dans le paysage médiatique, particulièrement auprès de nous, les jeunes. Mais que l'information provienne d'un journaliste, d'un média ou d'un créateur de contenu, ce qui est le plus important, c'est l'esprit critique. Pour avoir un bon esprit critique, il faut vérifier les sources, comme je l'ai dit, comparer les points de vue et surtout prendre le temps de comprendre avant de partager. Finalement, je pense qu'on l'a déjà dit, la question c'est peut-être pas de savoir qui informe, mais comment chacun d'entre nous apprend à s'informer. Du coup, petit conseil donc pour repérer une information fiable, comme je vous l'ai dit, vérifier qui publie l'information, chercher les sources, comparer avec d'autres médias et surtout se méfier des contenus qui provoquent une forte émotion immédiate, notamment au niveau des élections ou tout ce qui touche à la guerre ou à des trucs un peu tristes. Et surtout, vérifier la date et le contexte parce que c'est parfois une toute petite modification qu'on ne peut pas vraiment la voir et qui finalement, si on vérifie un peu, on se dit « Ah tiens, ça concorde pas, c'est pas les bonnes dates », donc c'est vraiment sur des petits détails. On nous l'apprend justement en réto avec notre examen d'histoire pour le CESS, justement, ils sont en plein dans cette période-là, à vérifier un document, ça part des bases, mais au final, on le garde pour toujours. Eh bien, merci Doris pour tes recherches, c'était vraiment très pertinent. Il est maintenant temps de donner notre avis. D'accord ou non par rapport à certaines phrases, tout de suite avec Alexandra. Alors, entre les médias, les réseaux sociaux et les algorithmes, il n'est pas toujours simple de comprendre comment l'information circule ni qui l'influence réellement. Est-ce qu'on voit vraiment toute l'information? Est-ce qu'on peut encore faire confiance aux médias? Et quel rôle jouent les algorithmes dans ce qu'on regarde? Alors, pour ouvrir ce débat, je vais dire quelques affirmations. Pour commencer, en Belgique, il existe ce qu'on appelle le cordon sanitaire. Donc je pense que vous savez plus ou moins ce que c'est, mais je vais un peu expliquer. Donc en fait, il est politique et médiatique. Donc il y a d'autres partis politiques en fait qui refusent de gouverner avec les partis d'extrême droite et on ne leur donne pas non plus la parole en fait dans les médias. En Wallonie, cette règle est largement respectée. Tandis qu'en Flandre, par exemple, le débat est plus ouvert et les partis d'extrême droite sont davantage présents dans les médias.
en France aussi, il n'existe pas de cordon sanitaire aussi clair. Certains pensent que donner la parole à tout le monde est plus démocratique. D'autres estiment que cela peut rendre certains discours extrêmes plus acceptables. Alors ma première question pour ce débat est: refuser d'inviter certains partis dans les médias protège la démocratie. D'accord ou pas d'accord ? Moi, je suis d'accord. Je suis une fervente partisane du cordon sanitaire, mais des deux. Donc, moi, je suis d'accord. Ok. Ouais, moi je pense que je suis d'accord aussi parce que je me dis que les jeunes, ils ont déjà ils peuvent tellement déjà avoir accès à ces discours assez extrémistes, que ce soit sur les réseaux, comme on en parlait tantôt, que je me dis que si les médias, ça peut déjà protéger les jeunes qui peuvent être influençables, c'est mieux si les jeunes peuvent ne pas être confrontés à ces discours extrémistes qui sont souvent illégaux aussi, quoi. Mais du coup, et pour rebondir sur ce que tu dis, est-ce que pour toi les jeunes sont suffisamment armés du coup pour faire la part des choses lorsqu'ils entendent ce genre de discours ? Pas sûr, ouais, non, parce que je me dis qu'en plus, comme on est dans un monde où parfois c'est pas très facile avec les guerres, l'écologie et tout ça, je veux dire, parfois on se dit qu'on se raccroche à des choses qui peuvent nous rassurer ou à des choses que simplement, quand on voit quelque chose, on peut se dire qu'on y croit. Maintenant, sur les réseaux, on voit plein de choses, l'IA fait que c'est parfois très crédible et je me dis qu'on peut se rattacher vite à des choses et que si on se rattache à des discours comme ça, c'est compliqué et que les jeunes peuvent être influençables à ce niveau-là, ouais. Mm-hmm. Oui, puis les extrêmes aussi, ils ont tendance à essayer d'utiliser tout ce qui va nous sensibiliser, le côté sensible et émotionnel, et c'est là que ça peut être dangereux, tu vois. Bien sûr. Ok. Et toi, Clara, est-ce que interdire la parole à certains partis, ça les rend vraiment moins influents ? Oui, d'office, parce que les médias, on l'a dit tout à l'heure, c'est super important et ça influence énormément. Mais il y a toujours des petites brides, comme partout, évidemment, mais je pense que oui. Ok. Alors c'est je vais passer à ma deuxième question, que je vais d'abord expliquer. Donc, en fait, il y a de nombreux médias qui appartiennent à de grandes fortunes ou à des groupes privés. Donc, comme par exemple en France, je pense que vous connaissez l'homme d'affaires Vincent Bolloré. Il possède du coup plusieurs médias, ce qui alimente régulièrement les débats sur l'indépendance de la formation. Et certains estiment en fait que les journalistes restent libres de leur travail, tandis que d'autres pensent que les opinions des propriétaires peuvent influencer les contenus diffusés. Du coup, ma deuxième question pour ce débat est: quand un média appartient à une personnalité très engagée politiquement, il devient impossible d'avoir une information totalement neutre. D'accord ou pas d'accord ? On a parlé de neutralité tout à l'heure, justement, en disant qu'un journaliste, il n'est pas neutre, il est objectif. Donc oui, je veux pas dire que ça nuit à cette objectivité, mais ça l'influence forcément, parce que la personne qui achète ce média, en soi, vu que ça lui appartient, elle a le droit de dire « Oh les gars, vous parlez pas de ça » ou « Vous parlez d'autre chose », quoi. Donc je suis mitigée quand même. Ok. Et toi, Doris ? Je suis mitigée comme elle, parce qu'il y a eu des exemples où en fait... en tant que journaliste, tu vas vouloir faire de la bonne information, mais ton patron, à un moment donné, si c'est par exemple Bolloré, t'as plus de chance, c'est même pas que t'as plus de chance, mais il te virera à un moment donné, tu vois. Donc c'est compliqué. Moi, je dirais que je suis mitigée. Okay. C'est pas impossible, mais ouais. C'est chaud quand même, quoi. Moi, je me demande si le type d'information ne joue pas aussi, je veux dire, entre guillemets, tu as un journal qui te raconte les résultats sportifs. Là, la formation, je vous espérais qu'elle est neutre sur le score du match. Ça dépend, quoi. Mais c'est vrai que si, à partir du moment où il peut y avoir plutôt de l'interprétation dans les choses qui sont dites ou quoi, où on peut diriger la formation, là, pour moi, c'est vrai que c'est plus compliqué, mais je pense qu'à nouveau que ça dépend vraiment de la formation. Le choix de certains sujets en France, où on va cibler vraiment un sujet spécifique et on va le remarquer... Et est-ce que pour vous, du coup, connaître le propriétaire d'un média, en fait, ça influence en fait votre confiance envers celui-ci ? Moi, j'ai eu des cours où j'ai dû étudier les propriétaires des médias en Belgique. C'est quasiment que des Flamands. Et ceux en France aussi. Donc, c'est toujours bien de connaître, je dirais, potentiellement le propriétaire. Comme ça, tu peux peut-être faire attention à certains points... et être plus vigilant, tu vois, pour moins te faire berner ou des trucs comme ça. Mais c'est pas essentiel non plus, quoi. Ouais. Ok, alors je me permets de passer à la dernière. Vas-y. Affirmation. Sur TikTok,
Instagram, YouTube ou X sont des algorithmes qui décident en grande partie des contenus que nous voyons. Donc je vais un peu expliquer ce que c'est un algorithme. Donc un algorithme, en fait, c'est un système qui analyse ce que nous regardons, aimons ou partageons, afin de nous proposer en fait des contenus qui pourraient possiblement nous intéresser. En d'autres mots, il trie l'information et choisit ce qui apparaît en premier sur notre écran. Cela peut nous aider à découvrir des contenus qui nous plaisent, mais aussi nous montrer toujours le même type d'information ou d'opinion. Et du coup, ma dernière question est: les algorithmes nous empêchent d'avoir une vision complète de l'actualité. D'accord ou pas d'accord? D'accord. Ça, c'est Je pense qu'on est d'accord. Vas-y, je t'écoute. Notamment via les bulles à filtre, c'est très présent sur TikTok, mais la plupart des réseaux sociaux où en fait tu vas être dans des bulles. On n'aura peut-être pas forcément la même bulle, mais cette bulle-là va t'empêcher de sortir de ta zone, je vais dire ça comme ça, pour avoir d'autres types d'informations. Et je le remarque parce que récemment sur TikTok, j'ai essayé de réinitialiser, tu vois, mon fil et tout, et je retombe encore sur les mêmes informations. C'est un peu frustrant, donc ouais, totalement d'accord, malheureusement. Ok, et toi Emma? Moi je suis assez d'accord. Je me demande juste si on fait exprès de multiplier les sources et les points de vue en faisant nous-mêmes les recherches sur les réseaux, si ça peut pas justement créer faire en sorte qu'on arrive à avoir une actualité la plus étendue. Mais je pense que oui, c'est sûr que vu qu'on s'est influencé par ce qu'on regarde, ça dépend aussi un peu de notre bord politique. Mais j'imagine que si on est plutôt à gauche et qu'on regarde plutôt des informations qui pourraient être plus des informations catégorisées de gauche, qu'on va plus avoir ça, plutôt de droite, des choses comme ça. Donc je pense que c'est quand même influencé. Ouais. Moi aussi, je suis d'accord avec cette affirmation-là. Et il y a un film qui est très intéressant. C'est Derrière nos écrans de fumée. Et moi, je l'ai regardé en cours d'informatique, j'étais en première secondaire, donc ça commence à faire un tout petit moment. Et c'est très intéressant, il est disponible dans beaucoup d'endroits, et ça montre justement ces trucs d'algorithmes et tout ça, parce que c'est des anciens membres des grandes chaînes mondiales, donc Instagram, Facebook, etc., qui viennent témoigner. Donc je le trouve très intéressant et poignant. Ok. Est-ce que je peux poser une dernière petite question ? Oh, je pense qu'on va tout doucement devoir passer à la suite. Je suis désolée. Mais exactement, comme je viens de dire, l'émission commence à toucher à sa fin. Et si vous êtes des habitués de la génération Scanner, vous savez qu'on ne vous laisse pas comme ça. Il reste une séquence, le What's Next. Le What's Next, c'est un moment où on aime bien vous partager des médias, des structures et tout plein de choses qu'on aime bien sur un thème qu'on a choisi. Là, en l'occurrence, c'est assez varié, je pense, ce qu'on a décidé. Je pense que je vais laisser Emma commencer. Yes, moi j'ai choisi du coup... La question c'était aussi de savoir comment je peux m'informer, et moi j'ai choisi notamment un documentaire que j'aimais bien. C'est un documentaire qui est de Max Lelhomme, qui est un journaliste, et son documentaire il s'appelle High School Radical. Donc en fait c'est un documentaire qui est fait en 4 épisodes et ça va parler globalement des États-Unis. En fait le journaliste ici il va utiliser son iPhone pour filmer différents moments et il va se questionner sur comment étaient les États-Unis en 2014 quand il était jeune étudiant, quand il était encore en secondaire et qu'il y a été en voyage scolaire, et comment c'était également maintenant en 2024, et là c'était juste avant que Trump soit réélu. Et alors il va aller à la rencontre de ses amis de lycée pour voir un petit peu est-ce qu'on peut toujours être ami avec des personnes avec qui on a une opinion politique très différente, et voir également du coup, comme je le disais, comment les États-Unis ont pu changer maintenant que Trump avait été au pouvoir. Et donc, c'est un format qui est super original, je trouve, parce que filmer à l'iPhone, ça peut vraiment nous parler. Et donc, si vous aimez un peu ce type de format, sachez qu'il a sorti un autre documentaire filmé à l'iPhone qui s'appelle Kiev en fête, et qui s'intéresse donc aux jeunes qui sont à Kiev, en Ukraine, pour voir comment on peut résister grâce à la fête. J'aime vraiment bien ce format, ça rend très accessible les informations, et puis je l'ai vu aussi, et c'est très naturel. Comme oui, franchement. C'est pas surmonté, c'est pas un grand film hollywoodien, mais je trouve ça génial parce que du coup c'est de jeune à jeune, quoi. Comme on fait nous avec Scanner. Alors la suivante, je te laisse aller. Moi je vais vous poser une petite question. Si je vous demande combien font 2 plus 2,
Vous allez probablement me répondre, normalement 4, je pense toutes. Et c'est là que vous avez tort, parce que dans l'univers de George Orwell, la réponse pourrait être 5, et c'est ce qu'on essaye de faire croire, que c'est 5. Donc pour mon What's Next, moi aussi je vais partir sur un documentaire, Orwell 2 + 2 = 5, de Raoul Peck, que vous avez peut-être vu, et si c'est pas le cas, je vous le conseille. Donc on l'a vu, beaucoup de nous jeunes, du coup, on s'informe via TikTok, via Instagram ou encore X. Ces plateformes nous permettent d'accéder, comme on l'a dit toujours, rapidement à l'information, mais elles soulèvent de nombreuses questions, notamment savoir si une information est fiable, si elle n'est pas biaisée, et aussi, surtout, comment se forger une opinion lorsqu'on est confronté à des centaines de contenus chaque jour. C'est justement ce qui m'a fait penser à ce documentaire, donc consacré à George Orwell, une grande figure, et à travers son œuvre, notamment son célèbre roman 1984, il explore des thèmes comme la manipulation de l'information, la propagande et surtout la difficulté à distinguer le vrai du faux. Le titre 2 + 2 = 5 fait en fait référence à l'une des idées centrales de son roman. Le pouvoir peut parfois tenter d'apposer une contre-vérité jusqu'à la faire accepter comme une vérité. Même si Orwell écrivait il y a quand même 75 ans, ça fait un peu long, les questions qu'il soulève aujourd'hui sont toujours d'actualité. Ce documentaire, en fait, il nous rappelle l'importance de garder un esprit critique face aux informations que nous consommons, quel que soit le média par lequel elles nous proviennent. Je pense que c'est un documentaire qui n'est pas évident à regarder, il faut quand même être accroché. Oui, il faut quand même s'accrocher parce qu'il y a un peu de la violence et ça retrace certains pans de l'histoire, notamment ils vont aborder Donald Trump avec, quand il rentre dans le Capitole, mais il y a aussi des dictatures, notamment en Corée du Nord, donc c'est vraiment un melting pot de beaucoup d'informations. Ils reviennent sur les grandes guerres, sur tout ce qui est Ukraine, etc., mais aussi sur les réseaux sociaux en tant que tels, donc c'est varié, mais oui, je le conseille pas à des jeunes enfants ou à des gens hypersensibles, quoi. Je pense que Emma, tu l'as vu. Oui, je l'ai vu. C'était pas facile à voir, même si c'est très intéressant et que ça soulève des questions très intéressantes. Accroché, mais avoir un esprit critique assez prononcé. Arrive à voir quand même, oui. Il reste Alexandra, je pense que tu as aussi quelque chose à nous présenter. Alors personnellement ce n'est pas un documentaire, mais plutôt une chaîne YouTube de Zoé Vidéo, je sais pas si vous connaissez. Oui. Non. Ouais. Tu connais ? Ah bah voilà. Et du coup, en fait, sur sa chaîne principale, elle parle beaucoup du Japon, mais en réalité, c'est bien plus que cela. En fait, ce que j'aime bien chez elle, c'est sa façon de rendre accessibles des sujets parfois méconnus. Elle aborde des faits divers, des phénomènes de société, des scandales, des dérives liées aux réseaux sociaux, ou encore des histoires insolites qui ont marqué l'actualité. Ces vidéos m'ont souvent permis en fait de découvrir des sujets dont je n'avais jamais entendu parler et m'ont donné envie d'aller chercher des informations complémentaires par moi-même. Et c'est une créatrice qui m'a rappelé en fait qu'une vidéo peut être à la fois divertissante et enrichissante et qu'on peut apprendre beaucoup de choses en restant simplement curieux. Du coup, pour ceux qui sont intéressés, sa chaîne YouTube principale c'est Zoé Vidéo. Et sinon, je vous recommande aussi une de ses chaînes secondaires, c'est Flâneuse du Levant. C'est vrai que maintenant que tu nous en parles et que j'ai vu les petits extraits vidéo, ça me dit quelque chose. Mais moi, je suivais uniquement Flâneuse du Levant. Je savais pas qu'elle avait une autre chaîne. Alors, donc, voilà, c'est franchement hyper intéressant comme contenu. Et puis, elle est japonaise avec sa petite fille. Et franchement, c'est super chouette. Eh bien, moi aussi, je vais me prêter au jeu. C'est un peu lié avec toi parce que ça reste une créatrice de contenu. Mais nous avons parlé d'informations tout le long de l'émission. Donc, je vais me lier à ce thème, on va dire ça comme ça. Donc, je souhaiterais vous faire découvrir WhatsApp Liège. Donc, c'est une jeune femme qui nous partage les meilleures adresses de notre chère cité ardente. Food ou plutôt sortie culturelle, c'est variable, chacun fait un petit peu ce qu'il veut. Moi, je trouve ça hyper intéressant quand je sais pas quoi faire de mon week-end, par exemple. Je vais voir sur sa page, je me dis, je ferais bien ça pourrait être chouette. Donc, je trouve donc c'est un bon moyen de partager aux jeunes des lieux culturels ou pour les plus gourmands, donc des lieux où nous pouvons nous nourrir un petit peu spéciaux, donc par exemple un bar à chat. Voilà. Exactement, c'est très stylé. Donc tout ça sur un média qui maîtrise tout. Donc elle n'est pas fixée sur un seul sujet, par exemple. Elle va vraiment faire
les lieux qui sont attractifs ou justement pas très connus. On peut d'ailleurs proposer, si on a un commerce ou un endroit un petit peu spécial et culturel, sur sa page Instagram, il y a un formulaire à remplir si on veut se proposer et un petit peu se faire connaître. Donc voilà, moi c'était mon petit conseil personnel. Okay. Donc malheureusement, c'est la fin de l'émission. C'était la dernière avant les vacances. Le soleil, la plage, ça va être super chouette, je le sens. Ça va être mois de juillet. Soleil. C'est ça. Donc je vais faire le petit speech habituel de fin d'émission que vous connaissez sûrement. Si vous avez aimé cette émission, sachez que vous pouvez la revoir sur Vedia. Elle sera disponible sur Ovio et sur notre chaîne YouTube. Nous faisons également de la radio chaque dernier mercredi du mois à 17h avec d'autres jeunes de la rédaction. Justement, en parlant de la rédaction, Scanner, c'est quoi ? Scanner, c'est une ASBL créée par les jeunes pour les jeunes qui va récolter leurs paroles et la répandre sur ces différents réseaux sociaux. Nous sommes partout sur LinkedIn, Insta, TikTok, Facebook, peu importe, vous pouvez nous retrouver. C'est assez chouette, je pense. On a aussi un site internet si jamais vous voulez revoir les écrits justement de nos jeunes, mais aussi nos dossiers thématiques, c'est www.scan-r.be. Et moi, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.